je vous prierai de bien vouloir prendre place, messieurs et mesdames les intervenants de la table ronde. Voilà, nous passons à la deuxième partie de cette journée, de cette matinée. Et comme vous l'avez vu, l'idée que nous avions en organisant cette journée, c'est d'apporter des regards croisés. Finalement, on se rend compte que cette question de l'accueil, cette gestion de l'accueil, elle ne se fait pas tout seul. Je crois qu'on l'a entendu par toutes les personnes ce matin. Elle nous montre que les solutions sont des solutions que l'on doit avoir ensemble, on doit les créer ensemble, même si à la fin, peut-être certains acteurs vont plus avoir à prendre sur eux la mise en œuvre. La création des solutions sont bien des solutions qui impliquent tous les partenaires et les usagers. Alors, on poursuit ce regard croisé avec une table ronde. Je vous présenterai les intervenants de la table ronde. Mais finalement, on a ici cherché à nouveau à avoir des perspectives entre, je dirais, des autorités, des usagers, le regard de la nature, le regard plutôt du loisir. Chaque intervenant va faire une petite déclaration de 5 minutes qui va juste poser le cadre dans lequel elle intervient et aussi dans lequel son quotidien en tant qu'usager ou en tant qu'autorité s'exprime. Ensuite, nous reviendrons à la table et j'aurai le plaisir d'ouvrir la discussion et le débat avec l'ensemble du panel, vous-même, pour entrer véritablement dans la discussion de la table ronde. Alors, je passe à côté. Voilà, j'ai l'immense plaisir, et je vous remercie d'ores et déjà, d'accueillir autour de cette table. Alors, je vous demanderai juste de lever la main, parce que moi, je ne vous ai pas dans l'ordre de mes feuilles. Donc, nous avons Madame Clémence Dirac, qui est chef de section des services écosystémiques forestiers et sylviculture à la division forêt de l'OFEV. Nous avons Madame Christina Guiche, qui est directrice de Forêt Valais. Nous avons Madame Madeleine Ayot, qui est présidente de Fribourg Rando. Monsieur Nicolas Lepert, président de la Rourassienne, qui est une association pour le développement du VTT dans le canton du Jura. Monsieur André Jordan, président de l'association vaudoise pour la promotion et la défense de l'infrastructure indispensable au cheval. Et enfin, monsieur François Turian, qui est directeur roman de BirdLife Suisse. Et je prie tout de suite Madame Dirac de bien vouloir commencer son intervention. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Je suis très contente d'être ici avec vous pour partager ce moment. Je vais donc vous présenter ce qu'on fait à l'Office fédéral de l'environnement dans la division forêt. Donc on travaille normalement sous la loi forestière suisse de 1991. Et sous cette loi forestière suisse, on a aussi quand même d'autres cadres légaux qui mettent en œuvre, qui donnent un cadre légal en fait au niveau national pour la récréation en forêt. Et ici, je vous ai mis 2 articles, les articles à mon avis principaux pour le cadre légal national de cette récréation en forêt. C'est le Code civil suisse qui nous dit que tout un chacun est bienvenu en forêt, on a accès aux forêts, que ce soit des forêts privées ou des forêts publiques. Tout le monde peut entrer à un libre accès dans les forêts suisses. Et un deuxième point, l'article 77 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, qui nous dit qu'au niveau de la Confédération, on doit veiller à ce que les forêts elles puissent répondre ou bien remplir leurs différentes fonctions, la fonction protectrice, la fonction économique et aussi la fonction sociale. Donc on a vraiment un devoir au niveau fédéral sur cette question sociale qui inclut en fait le service de récréation en forêt. Donc, suite à ce cadre légal, on a aussi créé une politique forestière. Ici, vous avez notre politique forestière 2020 qu'on est en train d'élaborer pour les années suivantes. Et on a un objectif dans cette politique forestière liée à la récréation en forêt, c'est d'avoir des activités de loisirs et de détente qui ménagent les forêts suisses, mais quand même avoir des visiteurs qui sont satisfaits de l'offre qu'on a en forêt. Dans cet objectif, on avait comme ligne stratégique en fait, le fait d'élaborer une stratégie récréation en forêt au niveau national. Et c'est ce qu'on a fait en 2018. On a élaboré cette stratégie pour la récréation en forêt qui a 3 objectifs: la promotion de la santé publique, de la santé de la population, le respect de l'écosystème forestier
et également la valorisation économique du service de récréation en forêt. Donc, vous l'aurez bien compris, cette stratégie, elle se base sur les 3 piliers du développement durable. D'un côté, on veut un écosystème forestier qui soit parcouru, mais qui soit sain. On veut une économie forestière qui puisse profiter de ce service de récréation en forêt. Donc, on veut que les activités de loisirs en forêt deviennent un atout pour l'économie forestière. Et on veut aussi avoir des visiteurs en forêt qui puissent entrer dans les forêts, promouvoir en fait la santé publique de ces différentes personnes. Pour mettre en œuvre cette stratégie, on a commencé sa mise en œuvre, qu'on a élaborée en 2018. Au niveau national, on n'a pas des grandes possibilités pour mettre en œuvre quelque chose, en fait. C'est surtout de la diffusion d'informations, la diffusion de best practices, par exemple, une analyse des différents outils, un développement de nouveaux outils qu'on peut mettre à disposition des acteurs. On peut aussi essayer d'innover, de réaliser des projets pilotes pour justement créer des meilleurs exemples, des best practices, et on peut soutenir des offres pédagogiques, par exemple. C'est un peu dans cette mise en œuvre-là que nous, au niveau national, on travaille. Mais bien entendu, les actions sur le terrain, ce qui se passe dans les forêts suisses, ça se passe au niveau des acteurs différents. Donc c'est très important d'avoir des cantons, des communes qui participent et qui vont dans cet état d'esprit. Les propriétaires forestiers sont aussi des acteurs clés, les ONG de protection de la nature, les associations de visiteurs de la forêt. Ce que je peux vous présenter encore, c'est ma dernière slide, c'est la plateforme en ligne qu'on a élaborée. Donc vraiment, le but, c'est de pouvoir communiquer. On a créé une plateforme au niveau national, dans les 3 langues nationales, pour vraiment mettre à disposition l'information qui existe ou les outils qui existent sur la récréation en forêt. Donc c'est vraiment le but de permettre aux différents acteurs d'interpréter les différents résultats, les différentes informations et de pouvoir les intégrer au niveau local s'ils pensent que c'est des exemples qui sont adaptés en fait à leurs conditions au niveau local. C'était mon message clé. Merci. Merci beaucoup. Clémence, c'était parfait. Alors là, vraiment, une exactitude incroyable. Ça va être plutôt. On va faire un concours. Hein. Celui qui est le plus exact gagne quelque chose, on verra quoi. Et j'invite tout de suite avec un grand plaisir Christina Guiche, donc directrice de Forêt Valais. Alors bonjour tout le monde. Alors c'est en tant que représentante ou directrice d'une association de propriétaires de forêt que je vais vous parler ce matin. Et puis j'aimerais vous présenter un petit peu le point de vue des propriétaires de forêt sur ce sujet et puis les expériences qu'on a pu faire. Non ? Une slide. Vous avez préparé des belles photos. La régie, est-ce qu'il y a le slide de Madame Guiche ? Et en plus, après, il me décompte le temps. Alors, Madame Guiche va faire un petit intermède, va vous chanter une chanson du Valais. Vous allez voir, c'est incroyable. Alors, hop, je t'intervertis. Oui, j'essaie. Navré. Alors, je profite d'appeler Madame Madeleine Ayot, qui, elle, vient au nom de Rando Fribourg. Elle est présidente de Rando Fribourg. Merci. Madame la conseillère d'État, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être présente parmi vous aujourd'hui. Et je dois dire encore une chose, j'ai appris que c'était l'IGNOM qui était... Et je suis membre de l'IGNOM Fribourg. Voilà. Fribourg Rando, c'est une association de randonnée pédestre qui regroupe environ 950 membres et qui, cette année, a fêté son 15e anniversaire. La pandémie a démontré l'engouement des Suisses pour la randonnée. C'est le premier sport exercé par les Suisses. C'est une activité conviviale. Ses adeptes la pratiquent le plus souvent avec leurs partenaires et la randonnée de groupe a également gagné en popularité. Fribourg Rando organise chaque année une 50aine de randonnées guidées et quelques jours par année. L'an passé, nous avons dû annuler la moitié de nos randonnées suite à la pandémie et la totalité de nos séjours. Ce qui nous a contraints
à imaginer d'autres modes de randonnée, ça veut dire plus de randonnée guidée, et encore innover au niveau des prestations, des bains de forêt. Je ne sais pas si vous connaissez ça. J'habite à la frontière des langues. J'ai une partie de ma famille qui est en Allemagne. Et là-bas, c'est vraiment une chose qui vient, enfin une activité qui vient du Japon et qui a beaucoup de succès. Le bain de forêt, une technique ancestrale qui a prouvé ses effets bénéfiques pour l'être humain. Réduction du stress, renforcement du système immunitaire, détente du corps et de l'esprit. Et pour la nature, conscience écologique, sensibilisation aux autres formes du vivant. Une forêt, selon les essences plantées, peut être enchantée ou inquiétante. Lors d'un bain de forêt, nos 5 sens sont mobilisés et activés dans la diversité des textures, des senteurs, des sons et des images. La forêt nous aide à nous reconnecter à l'essentiel de ce qui fait de nous et des arbres des êtres vivants, à nous ressourcer et à méditer en pleine nature. Dans notre association, nous avons d'étroits contacts avec le service de la forêt du canton de Fribourg. Et là, j'ai entendu parler auparavant des zones de tranquillité. Nous les respectons toujours. Enfin, voilà, nous n'allons pas dans les zones de tranquillité pour laisser les animaux habitant dans la forêt dans la paix. Fribourg Rando privilégie les forêts et les arbres. Il y a quelques années, un de nos chefs de course a organisé des randonnées à la découverte des arbres spectaculaires du canton de Fribourg. Parmi les 20 à 30 millions d'arbres que compte le canton, le service de la forêt en a répertorié maintenant un peu plus, mais à l'époque c'était 25, qui étaient spectaculaires. Au point de vue écologique, esthétique et historique. Il y a Obélix, un chêne majestueux, le plus grand du canton par rapport à sa circonférence de fût ou de tronc. Voilà. Il y a le danseur, un châtaignier magnifique. Et toutes ces randonnées avaient pour thème les arbres spectaculaires et leur histoire. Une autre dimension qui pour moi est essentielle à la découverte, le respect et l'amour que l'on porte à la forêt et ses arbres, c'est que l'on protège ce qu'on aime, on aime ce que l'on connaît. C'est une phrase du commandant Cousteau qui convient bien à la nature et à la forêt en particulier. C'est une vérité particulièrement pour les enfants. L'école à la forêt s'implante un peu partout. C'est permettre aux enfants d'expérimenter et d'explorer la forêt tout en créant un lien fort avec la nature. Avec les cyclistes et les vététistes, il s'agit de vivre ensemble et d'avoir de la compréhension et du respect les uns envers les autres. La solution est donc de favoriser la cohabitation dans le respect et la tolérance. Comme mentionné au début, la randonnée est une activité conviviale. Donc, on se parle et souvent, l'on n'entend pas arriver les vététistes ou les vélos. Alors, je propose une solution très simple, une petite cloche ou une sonnette sur leur vélo. Et puis, une autre chose très simple aussi, c'est se dire bonjour. Nous partageons les mêmes chemins dans le respect et le sourire. Et enfin, un dernier conseil. J'aime la forêt, surtout en cette saison au mois d'octobre. Allez vous y promener. D'ailleurs, le slogan de Fribourg Rando, c'est « Un jour de sentier, 7 jours de santé ». N'est-ce pas? Et là, allez en forêt et pensez juste un tout
petit moment à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Marchez dans les feuilles, fermez les yeux et mettez en activité vos 5 sens. Magnifique. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Madame Ayot, pour cette balade poétique en forêt et aussi la présentation de vos activités. On m'a fait signe à la régie que tout était rentré dans l'ordre, donc j'ai le plaisir à nouveau d'accueillir Christina Guiche, directrice de Forêt Valais. Ça marche. Alors, deuxième clap, on reprend. Voilà. Voilà, ça y est. Ouf. Donc, j'étais venue pour présenter le point de vue des propriétaires de forêt. Déjà rappeler que la forêt appartient à quelqu'un. Il y a presque 250 000 propriétaires de forêt en Suisse. Plus, donc, enfin, il y a les propriétaires privés qui sont un très grand nombre, souvent avec des petites surfaces, et les propriétaires de droit public, que sont les communes, confédérations, bourgeoisie et consortage. Après, chaque canton est un peu différent. On a des cantons comme le canton de Lucerne, où la très grande majorité des forêts sont des forêts privées, ou le canton du Valais, où 85% des forêts appartiennent aux bourgeoisies et 15% à des propriétaires privés. Les communes et la confédération n'ont que des toutes petites parties. Les communes, c'est surtout qu'elles récupèrent toutes les forêts qui sont tombées en déshérence. Alors, on a déjà entendu tout à l'heure, Madame Dirac, qu'on a ce code civil suisse qui donne le libre accès aux forêts. C'est une particularité en Suisse, c'est pas forcément dans tous les pays pareil, mais en tout cas ici, impossible pour un propriétaire privé de mettre une clôture autour de sa forêt pour éviter que quelqu'un n'y pénètre. J'ai, par mes voyages, connu aussi d'autres situations dans les pays de l'Est où les forêts sont accessibles, mais moyennant un ticket d'entrée. Ce qui ici, de nouveau, avec le libre accès, n'est pas faisable. Ce qui est particulier aussi, c'est que ce code civil a été écrit en 1907. Alors, juste un petit retour en arrière. 1907, l'idée était que... voilà. Pas tout le monde... C'est chouette comme ça, je ne verrai pas les micros, mais je vous verrai un peu plus au-dessus des caméras. En 1907, l'idée de ce libre accès des forêts, c'était surtout pour la survie des personnes. C'est pour qu'elles puissent cueillir des champignons, des baies, ramasser des branches mortes, de la litière pour le bétail. On n'était pas du tout dans le libre accès qu'on connaît aujourd'hui, qui est un libre accès pour les loisirs. À l'époque, 1907, j'ai consulté les statistiques de l'époque. Nous étions 3,5 millions d'habitants dans le pays. Les statistiques actuelles, on est à 8,6. Donc, on n'a pas du tout non plus, quand les juristes ont écrit cet article-là, dans le même contexte que celui qu'on vit actuellement. Et la loi, elle est restée inchangée. Alors, c'est clair que ce libre accès, ça impose aussi des contraintes pour les propriétaires et les gestionnaires forestiers. Il y a des contraintes qui sont très évidentes. Donc, quand on a une exploitation forestière, c'est celle de sécuriser le chantier. Malheureusement, les bâches, c'est plus suffisant depuis longtemps parce que les gens ont appris qu'on pouvait soulever une bâche et passer en dessous. Donc, il faut mettre des sentinelles, ce qui implique des coûts. En Valais, on connaît aussi beaucoup de limitations en raison des stations touristiques qui font qu'on nous interdit les exploitations dans les mois importants touristiquement, donc en juillet-août, sachant que chez nous, les périodes d'exploitation commencent à la fonte des neiges vers le mois d'avril et puis qu'elles s'arrêtent à la fin octobre. Ponctionner encore 2 mois sur cette période-là, ça complique un petit peu la planification. Après, il y a aussi des contraintes plus subtiles, et
comme je vois qu'il y a un public aussi professionnel ici, c'est quand on fait un chantier, quand on tire une ligne de câble, on essaye d'abattre les arbres dans la direction de cette ligne pour pouvoir plus facilement les sortir. Maintenant, quand on a des sentiers pédestres qui traversent cette coupe, on est obligé de mal les positionner, ce qui induit encore des coûts supplémentaires. Après, outre ces contraintes, les coûts que ça induit, il faut aussi faire des déviations pour que les gens qui empruntent les sentiers pédestres sachent comment s'orienter pour éviter la coupe. Il se pose des questions de responsabilité par rapport à toute cette fréquentation dans les forêts. On vient de voir récemment l'OFEV qui nous a rendu attentifs aussi que des constructions sauvages, donc des tremplins pour les VTT, je suis désolée pour le monsieur qui représente les VTT, mais si on les tolère, s'ils ont été construits par des usagers et qu'on les tolère, le propriétaire devient responsable en cas d'accident avec ces infrastructures qu'il n'a même pas construites lui-même. Après, d'autres problèmes aussi de déprédation, d'incivilité. Je pense que le cas le plus extrême que j'ai rencontré, c'est un apprenti qui faisait sentinelle, qui s'est fait attaquer au couteau suisse par un retraité parce que c'est le chemin qu'il emprunte et qu'il était hors de question qu'il prenne la déviation. Donc voilà un petit peu pour planter le décor. Et puis, souvent, tous ces coûts induits par la fréquentation des forêts restent aux propriétaires. On a quelques cas où les communes acceptent de payer des prestations supplémentaires, comme de mettre en tas les branches près des infrastructures touristiques. Par contre, tous les surcoûts pour l'exploitation, eux, ne sont pas indemnisés. On a essayé, Forêt Valais, l'association a essayé d'entrer en contact avec l'association des hôteliers pour voir s'il n'y avait pas des possibilités d'avoir des contributions volontaires. On s'est vu opposer un non catégorique, mais voilà, pour ceux qui me connaissent, le non, on va trouver des moyens pour revenir à l'attaque. Donc là, pour l'instant, ces questions-là ne sont pas résolues. Ce qu'on a essayé de faire déjà depuis des années, c'est plutôt de prendre la stratégie d'essayer d'informer et de sensibiliser le public. Je vous ai mis quelques exemples. On avait fait une petite brochure qui, d'un côté, explique ce que la forêt fait pour les personnes, et puis, en miroir, ce que la personne peut faire par rapport à ces différentes fonctions de la forêt, et puis quelle attitude on attend de lui. Il y a également Forêt Suisse qui a fait un petit guide du savoir-vivre en forêt par rapport à son attitude quand on est en forêt. Et puis, vous l'avez reçu, le petit passeport qui fait partie de la campagne de Forêt Suisse pour ses 100 ans, qui s'appelle « Ma forêt, ta forêt ». Voilà. On a encore, ça je ne l'ai pas amené parce que ça fait 4 mètres sur 5, un grand jeu, un espèce de labyrinthe qui, par le jeu, explique aux gens le travail qu'on fait en forêt pour qu'ils aient une meilleure compréhension. Alors en attendant que tout ça porte ses fruits et puis qu'on arrive à trouver un moyen de cohabiter tous ensemble dans ces magnifiques forêts, je vous souhaite la bienvenue en forêt. Merci. Merci infiniment, Christina. Je crois qu'on est au centre de ces regards croisés, de ces forêts, en fait, cette forêt qui, à chacun, apporte finalement plaisir, mais aussi parfois contrainte. Et on est au centre de cette idée dont a parlé aussi Clémence, qu'il convient à un moment donné de s'organiser pour que ça fonctionne au mieux. Je constate un petit relâchement de la part des membres de la table ronde sur la notion du 5 minutes. Donc plus vous verrez rapprocher de vous, plus vous avez dépassé votre taux. D'accord? Mais j'invite tout de suite... Oh, attention, je me cache ma note. J'invite tout de suite Monsieur Nicolas Lepert, président de la Rourassienne, qui va nous parler d'une expérience très intéressante qui s'est déroulée dans le Jura. Merci. Parfait. Merci.
Donc, je suis ici aujourd'hui, merci pour l'invitation, pour parler de la création de l'association La Rourassienne. Qu'est-ce qui a mené à cette création et quels sont les buts que nous recherchons. Donc, au printemps de l'année passée, le canton du Jura a décidé d'interdire et de barrer certains sentiers de VTT illégaux qui passaient dans des forêts cantonales, mais également des forêts qui étaient détenues par des privés suite à un certain nombre de plaintes de privés. Suite à quoi, nous, on a réagi assez rapidement. On a pris contact avec le canton qui a tout de suite organisé une table ronde avec les milieux du VTT pour calmer les esprits. Ces interdictions et ces barrages ont eu l'effet d'un coup de tonnerre dans le milieu VTT car certains de ces sentiers étaient utilisés depuis 30 ans. Et ça n'est pas passé. Du coup, le canton a calmé les esprits. Ensuite, les associations de VTT ou les différents clubs, on s'est regroupés en associations fêtières, si on veut, pour gérer les contacts entre le canton et tous les pratiquants de VTT, car ça fait vite 2-3 000 personnes qui sont regroupées en une quinzaine d'associations, donc ce n'était pas possible de gérer les contacts. Et ensuite, finalement, le canton du Jura a décidé d'organiser une table ronde avec les milieux de protection de la nature, la délégation des VTT, les communes, les gardes forestiers, les chasseurs, etc., pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait avancer sur cette problématique des sentiers VTT illégaux en forêt. Car pour nous, il est clair que les sentiers actuels ne répondent pas aux besoins. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces sentiers illégaux qui ont été créés et le canton du Jura s'est bien rendu compte de la problématique et a lancé les démarches pour qu'on trouve une solution constructive. Au niveau des enjeux et défis des sports de loisirs ou du VTT en forêt pour nous, je vois une faute d'orthographe, je m'excuse. Nous, c'est simple, on a envie de pouvoir pratiquer notre sport, bien évidemment de manière légale, en cohabitant avec tous les utilisateurs de la forêt, que ce soit des cavaliers, que ce soit avec des marcheurs, mais également en respectant la forêt, la faune et la flore qui s'y trouvent. Donc ça, c'est vraiment notre but principal, c'est de pouvoir pratiquer notre sport. On ne veut pas être des bandits illégaux, on veut créer des sentiers légaux. Et le défi, ce sera de se faire accepter par les autres utilisateurs et les milieux de la protection de la forêt. On est le petit nouveau qui vient un peu perturber tout cet écosystème et il faut que chacun trouve sa place. Donc, comment est-ce que nous, on aborde la chose? C'est par le dialogue, l'écoute, le respect. Je crois que ça a été souvent abordé par M. Ashwanden, par M. Margot. Il faut discuter entre nous. Mais moi, je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Il faut que chacun soit prêt à faire des concessions aussi. Nous, on est conscient que la nuit, on ne va pas pouvoir rouler, même s'il existe des super lampes qui éclairent comme des phares de voiture. Ce n'est pas possible. Il y a des bêtes qui ont besoin de se nourrir, de chasser, de dormir. On ne pourra pas. Donc, nous, on est prêt à faire des concessions. Mais il faut aussi que de l'autre côté, que ce soit les propriétaires de forêt, les milieux de protection de la nature, soient également ouverts au dialogue. Sinon, on n'arrivera à rien. Il y a toujours des gens qui vont construire des sentiers illégaux. On en est conscient, en tout cas de notre côté, on ne pourra pas faire la police auprès de tout le monde. Donc si on veut trouver finalement une voie commune, il faut que chacun soit aussi un peu ouvert d'esprit. Au niveau de notre démarche, en 2 mots, donc, actuellement il n'existe pas de zone de protection, de tranquillité de la faune dans le canton du Jura. Et c'est une démarche qu'on a initiée dans le cadre de ce projet. On a la chance que le canton du Jura nous ait mandaté ou financé un mandat auprès d'un bureau d'études qui va établir une carte des zones sensibles faunistiques, floristiques. Et nous, notre rôle là-dedans, ce sera de définir les sentiers illégaux qu'on veut garder, les sentiers qu'on aimerait créer en fonction de ces zones, afin de déranger un minimum possible la faune et la flore. La suite de la démarche, c'est d'établir une stratégie. Est-ce qu'on veut travailler par pôle de sentiers, concentrer une quinzaine de sentiers dans un endroit, laisser un trou de quelques kilomètres, concentrer une zone de sentiers, ou alors plutôt faire un réseau de sentiers qui soit relié et reliable à la pédale. Actuellement, on n'a pas encore pris de parti. On va discuter avec les associations de protection de la faune et de la flore ces prochains mois pour essayer de voir qu'est-ce qui est envisageable de leur côté, car pour nous, si on n'a pas leur feu vert sur notre démarche, on ne va pas de l'avant parce qu'ils vont faire opposition à tout ce qu'on va poser. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce sera d'aller effectivement voir les propriétaires forestiers, les chasseurs, les bûcherons, etc., pour également aussi expliquer la démarche et essayer d'aller de l'avant. Merci pour votre attention.
Merci infiniment, Monsieur Leperte. Je crois que vous avez utilisé beaucoup de mots qui touchent à cette journée, le travail ensemble, mais surtout vous montrez une facette qui existe ailleurs, dans tous les cantons, lorsque finalement les associations deviennent elles-mêmes initiatrices, partenaires et s'engagent à créer des espaces de dialogue. Et c'est évidemment une expérience que nous suivons avec grand intérêt. J'ai le plaisir de continuer avec M. André Jordan, qui est le président de l'AVIC. On va essayer. Madame la conseillère d'État, Mesdames, Messieurs, Association vaudoise pour la promotion de la défense infrastructure indispensable au cheval. Heureusement que mes prédécesseurs ont parlé d'AVIC parce que ça venait c'est quand même un petit peu long. L'AVIC s'engage en faveur de la pratique de l'équitation et de l'élevage dans le canton. Elle agit pour avoir les infrastructures nécessaires à ces activités. Elle représente les intérêts des cavaliers et des meneurs vis-à-vis des autorités communales, cantonales. Elle sensibilise les cavaliers et les meneurs au respect de la campagne et de la forêt, ainsi qu'à celui aussi de la côte de la route. Une partie de ce programme est faite par le brevet, les différents brevets que les cavaliers et les meneurs peuvent faire, et sont normalement sensibilisés à ceci. Elle soutient la création de parcours équestres conseillés. Actuellement, il y en a 4 qui sont dans le canton, qui peuvent être vus sur les sites. Et c'est mieux de l'étudier avant plutôt que sur le cheval, parce qu'on voit des fois des personnes qui lâchent les guides et qui ont que le téléphone à la main. C'est peut-être pas l'idéal non plus. Voilà. Et la disposition des communes, des propriétaires forestiers agricoles ainsi que des cavaliers meneurs pour résoudre les différents problèmes concrets concernant les chevaux. Et aussi en tant que consultant pour éviter les conflits qui pourraient arriver. Cette association a été créée il y a une trentaine d'années par M. Telfster, parce qu'à ce moment-là, il y avait une vraie demande qui posait pas mal de problèmes. En font partie la plupart des sociétés, y compris la race nationale et les sociétés sportives. Depuis sa création, nous avons créé des fiches, des plaques signalétiques servant à baliser les chemins conseillés. Donc, il y en a à peu près dans une grande partie du canton. Il y a eu plusieurs parcours équestres conseillés, dont le premier a été fait à Boiteau, et ça en est suivi par le parcours du Jorat. Il y a eu beaucoup de rencontres entre les communes forestières et les cavaliers et les meneurs. D'ailleurs, il y a la commune de Lausanne. On rencontre chaque année la commune de Lausanne avec les différents manèges et les différents protagonistes. Et avec l'appui de la Fédération suisse des sports équestres, nous diffusons plus de 10 000 exemplaires de dépliants bonne conduite pour cavaliers d'extérieur et meneurs. On a eu affaire à plusieurs communes qui nous ont demandé de résoudre des problèmes concernant les chevaux. Qui dit chevaux dit, ma foi, crottins sur les routes et puis des fois sur les trottoirs, même si ça ne devrait pas exister. Nous avons des sections qui marchent plus ou moins bien selon les endroits du canton. C'est vrai que dans le 14e arrondissement, il y a une section qui marche d'enfer et ils se voient régulièrement pour, pas créer, mais pour retaper des chemins qui ont été peut-être défoncés, peut-être pour mettre des plaquettes ou un peu de gravier pour améliorer ces chemins. Il faut bien dire que ces chemins aussi, ça peut arriver, on a eu plusieurs fois dans le cadre de ma commune à l'époque, qu'on doit fermer temporairement par rapport à des séries de mauvais temps des chemins pour qu'ils soient complètement défoncés, parce que ça peut rapidement devenir des bourbiers. À présent, on va aller plus loin. On est en train d'améliorer la couverture de notre canton. En particulier, il y a des demandes de la région du Chablais, quelques problèmes qui vont venir par la correction du Rhône, qui va couper des chemins qui étaient utilisés par les cavaliers, des demandes de communes et de la préfecture de la Broye, qui aimeraient aussi qu'on fasse des parcours là-bas. Mais ça, c'est une chose qui doit être faite également avec la partie fribourgeoise de la Broye, parce que le chemin ne s'arrête pas à la frontière du canton.
Nos demandes seraient quand même, je lance un peu un appel, de pouvoir compter sur un appui du service des forêts pour poursuivre notre action. Et parce que jusqu'à maintenant, on a fait pas mal d'appels du pied au service de l'agriculture, mais ça n'a pas été très réceptif. Voilà. Juste encore dire qu'il y a beaucoup d'infrastructures, des manèges dans le canton et même ailleurs, et j'en ai pas vu beaucoup qui n'étaient pas faits en bois, en lamellé collé ou en bois. Chez nous, on est en train d'en construire un 100% en bois suisse. Il y a juste un problème de disponibilité, c'est pas terrible. Voilà. Alors, vivre ensemble, randonner ensemble, je pense que chacun doit faire un petit pas et on va y arriver. Merci infiniment, André, avec ce mot de fin qui nous met vraiment en pleine bonne disposition. J'informe les concurrents au concours que tu es celui qui est à 3 secondes du timing parfait. Donc ça va être très difficile à battre. Mais Monsieur Turian relève le défi et j'ai le plaisir de l'inviter pour cette dernière intervention. Monsieur Turian, directeur roman de BirdLife Suisse. Madame la conseillère d'État, Mesdames, Messieurs, BirdLife Suisse, c'est une organisation qui s'engage pour la promotion et la sensibilisation à la biodiversité. À ce titre-là, nous avons acquis une certaine expertise dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la gestion des publics, de la canalisation des publics dans les endroits sensibles, notamment à travers nos centres nature. Nous avons 3 centres nature en Suisse où on essaye d'offrir une expérience de choix aux visiteurs, une expérience de contact direct et d'expérience directe avec la nature. Et par conséquent, on est aussi appelé à travailler sur ces questions de préservation de la qualité de l'expérience d'une part, mais aussi de la qualité de la biodiversité dans ces endroits-là. Si vous le permettez, Mesdames, Messieurs, j'ai 5 minutes, donc je vais utiliser 1 minute par piste que j'aimerais évoquer avec vous. Je vais essayer de me tenir à cette minute. Donc 5 points qui en partie recoupent un certain nombre de choses qui ont déjà été évoquées dans la partie précédente de cette matinée. Premièrement, ne pas sous-estimer le problème. Je pense qu'on a quand même beaucoup de... le fait qu'on n'a pas suffisamment pris conscience de l'importance de ces enjeux, probablement en partie parce que ce sont des enjeux transversaux. Hein. Ça demande, en fait, ça fait appel à des compétences extrêmement différentes. Ça fait appel au droit, ça fait appel à l'aménagement du territoire. La question de la gestion des publics fait appel aussi, finalement, à la biologie de la conservation, mais aussi à la sociologie et à la psychologie. Et probablement qu'on n'a pas, justement... Il faut de l'intelligence collective pour pouvoir répondre à ces différents défis. Aussi affronter le problème. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient dans cette salle du problème, mais il s'agit aussi d'affronter le problème. Et sur pas mal de secteurs en Suisse qu'on a l'occasion d'observer, eh bien, il y a un peu les pouvoirs publics ou les collectivités ont de la peine à vraiment affronter le problème. Ce n'est pas un problème facile, on s'en est déjà rendu compte, mais il s'agit de l'affronter. Deuxième élément, comprendre les attentes et puis les valeurs des publics. Et je dis les publics parce qu'on a tendance souvent à réduire cette question au public, au singulier, alors qu'en fait, on a affaire à toute une série de publics. On ne va pas communiquer de la même manière avec le freerider qu'avec le promeneur de chiens. On ne va pas non plus utiliser les mêmes outils avec le géocatcher qu'avec le grilleur de cervelas. Donc il s'agit finalement d'adapter les messages, c'est aussi ça qui fait la complexité de cette tâche, à ces différents publics. Et ça, c'est aussi souvent, à mon avis, sous-estimer le spectre de ces loisirs dans la nature. Troisième point, mettre en place des mesures physiques de canalisation. Et là, il y a une grande variété de possibles. Ce n'est pas seulement des barrières, mais c'est aussi des fossés, des petites haies de buissons épineux. Enfin, il y a toute une série de possibilités pour, là où il y a des endroits sensibles, les soustraire à l'accès direct du public. Quatrième point, ne pas croire ou ne pas surévaluer l'importance de la signalétique.
La signalétique est bien sûr indispensable, mais il ne faut pas croire qu'elle résout tous les problèmes. Et là aussi, souvent, on est encore dans cette vision que mettre des panneaux va permettre de régler les problèmes. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est en fait la triptyque qui doit s'appliquer. On doit travailler sur la signalétique, mais on doit aussi aborder la question des mesures physiques pour éviter la pénétration dans les endroits sensibles. Et puis, le troisième point, c'est le facteur humain. On a parlé des ambassadeurs de la nature. Ils ont plusieurs termes. Il y a eu des expériences positives dans la réserve des Grands Gettes, cette année aussi dans la Grande Carissay, donc dans les endroits sensibles. Des gens qui font le travail de contact avec le public, qui n'ont pas une tâche de police ou de surveillance comme les surveillants assermentés de la faune, mais ils jouent ce rôle de cette interface entre finalement les usagers et puis les milieux dans lesquels ceux-ci évoluent. Et dernier point, l'importance de la planification. Ça a été aussi un tout petit peu évoqué ce matin par François Margot. Là aussi, vous comprenez qu'il faut agir en termes de planification et très souvent, la planification à la fin, peut-être dans le meilleur des cas, il y a un chapitre accueil du public qui est souvent relégué à la fin du document, mais c'est une vraie stratégie de planification en termes de gestion des flux de visiteurs qu'il faut faire, donc avec évidemment des cartes de conflit, il y a différents outils qui sont à disposition. Et puis en Suisse, on aborde peu la question de cette notion de carrying capacity qu'on peut traduire par capacité du milieu, capacité de charge. Combien un milieu naturel peut affronter, ils ont abordé le nombre de visiteurs. Donc il y a évidemment cette notion de l'effet sur les milieux naturels, mais il y a aussi finalement l'effet sur la qualité de l'expérience des usagers. Et on voit le sondage qui a été évoqué qui montre que la part des usagers mécontents de la nature augmente. Elle est aussi le fait finalement que cette expérience se dégrade au fur et à mesure de la difficulté à gérer cette question. Voilà, de mon côté. Merci Georges. Merci. J'ai battu le record. Je vous donnerai le résultat de notre concours à la fin de la table ronde. Je sais que l'attente est grande. Nous passons maintenant à la partie ouverte à vous, mesdames et messieurs. On a vraiment besoin de vous. C'est la dernière demi-heure, mais mobilisez toute votre énergie. Je vais lancer une question à chacun des membres de la table ronde et nous commencerons par Monsieur Lepert, comme ça. Voilà, il fallait en choisir un. Vous avez à peu près 30 secondes pour vous préparer. Ce que j'aimerais, c'est vous poser à chacun, après avoir entendu ces différents points de vue, ces regards croisés, les attentes de chacun, quel est le message que vous reprenez pour votre association, respectivement, qu'est-ce que vous diriez à vos membres pour favoriser ce vivre ensemble? Alors, vous avez 30 secondes parce que je vais en fait faire un truc assez inhabituel. Ne t'en vas pas, Sébastien, parce que tu vas être au centre. Alors, je vais choisir quelqu'un complètement au hasard, la personne qui vient de se lever avec son téléphone. Je vais lui passer le micro et en fait, elle posera la première question après pour lancer le débat qui suivra. Et ensuite, vous aurez tout loisir d'y intervenir. Mais maintenant, mesdames et messieurs, Monsieur Lepert, juste qu'est-ce que vous allez dire à vos membres quand vous retournez dans le Jura? C'est un tout petit peu prématuré comme question car la Rourassienne ne contient pas vraiment de membres. On est juste un petit comité qui s'est constitué pour développer un dossier, pour faire passer les sentiers de VTT légaux. Mais le message qu'on va faire passer au club, ou du moins que j'aimerais faire passer au club, c'est de fonctionner avec bon sens. Si on va rouler sur des sentiers de randonnée pédestre, on dit bonjour, on dit merci si les personnes se mettent sur le côté. Et au sein du comité de la Rourassienne qui est en train de constituer ce dossier, on va garder notre ligne et c'est ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est encourager le dialogue, l'entente, la discussion pour réussir à trouver des solutions constructives et espérons-le trouver un chemin commun à tout le monde.
Je dirais à mes membres, on le dit déjà, qu'en fait, on est des invités dans la nature et que par conséquent, il faut se comporter comme des invités. Voilà, il y a aussi, on constate aussi, hélas, des dérangements de la part de gens qui se disent être des amoureux de la nature. Donc, c'est notamment le cas des photographes. Donc, c'est aussi un public cible qu'il faut convaincre qu'ils n'ont pas tous les droits et qu'il y a aussi, comment dire, un comportement à avoir. Et nous avons établi d'ailleurs une charte du bon comportement en forêt et dans la nature. Le peuple a décidé que nous devions partager les chemins de randonnée avec les cyclistes et les VTTistes. Alors, nous faisons vraiment un grand effort. Comme je l'ai dit avant, il faut partager dans le respect et la bonne humeur. Je crois que c'est le principal message que je peux dire à mes membres. Et nous, on demande juste ce que je disais aussi avant, bonjour avec un sourire. Et je crois que beaucoup de problèmes se résoudront avec cette manière de faire. Merci. Bien, je dirais aux propriétaires et puis gestionnaires de forêts que nous accueillons un public dans nos forêts, un public qui est de moins en moins au fait du travail qu'on fait en forêt, avec un public de plus en plus citadin et qu'il faut expliquer ce qu'on fait, leur faire comprendre les différentes activités qu'on fait, pas seulement pour exploiter le bois, mais aussi pour la sécurité des personnes qui se promènent en forêt, pour la biodiversité, pour la protection des infrastructures et des habitations. Mon message ici, ce serait plutôt de parler d'intégration, de messages participatifs, de processus participatif, intégrer tous les différents acteurs. Ici, on a une brochette d'acteurs de différents horizons, avec les visiteurs, la conservation de la nature, les propriétaires forestiers, les autorités. Et je pense que dans chaque mise en œuvre ou infrastructure qu'on veut insérer en forêt, il faut vraiment intégrer les différents acteurs autour d'une table. Alors pour nous, je crois que ce qui est important, c'est qu'on va continuer à seriner, à répéter, comme on fait déjà pour chaque assemblée et chaque publication, de dire à nos gens, quand vous croisez quelqu'un, allez au pas, faites tranquille et surtout dites bonjour, ça va pas gêner personne. Merci. Infiniment pour ce premier tour de table, et donc vous avez vu que de manière totalement aléatoire, sans regarder, j'ai choisi la personne à gauche pour poser la première question. Oh, c'est mon chef, c'est drôle. Salut, il faudra qu'on rediscute la question de l'aléatoire un jour pour que tu comprennes bien. Moi, j'ai une question, je ne sais pas qui c'est qui peut répondre, mais une des difficultés qu'on a en termes d'effectivement de gestion des activités de loisirs, c'est que sur beaucoup d'activités, ce n'est pas des gens qui sont attribués à une association, qui n'ont pas un représentant. Là, vous représentez tous une association ou un partenaire, mais en fait, la majorité des gens qu'on croise, en fait, ils n'ont pas du tout un relais. Et donc, j'aimerais bien avoir un avis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment une idée de comment on fait? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit François Turian. C'est pas en mettant des forêts de panneaux qu'on va réussir effectivement à canaliser, mais c'est vrai que c'est un des vrais soucis. La majorité des gens, puis c'est aussi une qualité de pouvoir se dire qu'individuellement, on peut aller profiter des choses et puis qu'on n'a pas besoin d'être dans un cadre. Et c'est une des difficultés sur lesquelles on se trouve. Peut peut-être juste répondre rapidement, c'est que ça fait déjà un petit moment qu'on cherche à atteindre tous les propriétaires de chevaux et tous les propriétaires d'écuries. C'est vrai qu'on a essayé par la Confédération, par Identitas, d'avoir les adresses de ces gens, mais la protection des données étant qu'on ne peut pas le faire. C'est un peu pour ça qu'on compte après sur le canton pour essayer d'avoir ces adresses et de pouvoir atteindre tout le monde. Déjà, qu'on puisse déjà leur donner quelques informations. Oui, alors vous répondez à la suite comme vous voulez. Oui. Non, mais ouais, je dirais que ça commence dès l'enfance. Il faut vraiment que cette forêt
aimer la forêt. C'est un milieu tellement riche et vous savez, dans mon canton, il y a plusieurs écoles, surtout dans les petits degrés, qui font l'école à la forêt. Et là, il y a le canapé forestier. Je racontais à monsieur Cassemi l'autre jour que je faisais partie dans mon village où j'étais conseillère communale, municipale pour le canton de Vaud, eh bien, il y avait cette opportunité. Les parents disaient comme ça, un jour en forêt, manger, même quand il pleut, mais c'est horrible. Et ils n'étaient pas tellement contents. Mais à la fin de l'année, lorsque nous avons refait une réunion de parents, tout le monde était enchanté. Leur enfant voulait aller se balader en forêt et il racontait sa forêt aux parents. Et je crois que là, c'est toute une éducation que nous devons mettre en place. Et au point de vue de la santé, les parents nous disaient, ils ont été beaucoup moins malades. Merci, M. Turian. Oui, je pense qu'au-delà évidemment de l'éducation générale du public, je pense que c'est la présence humaine sur le terrain qui doit permettre de toucher ces personnes qui sont les individuels. Et voilà, moi je pense qu'il faut aussi peut-être remobiliser une partie des ressources des surveillants de la faune, enfin du corps en général, des fonctionnaires de terrain, puis peut-être, moi j'espère qu'ils auront plus de temps pour aller de temps en temps aussi le week-end sur le terrain et et espérer aussi qu'ils aient moins à tirer des sangliers, quoi. Merci. Vous pouvez aussi intervenir sur les questions du public. La parole est à vous. Oui, Madame Métro. Moi, j'ai une question à chacun de nos 6 intervenants. Vous rencontrez une conseillère d'État, quel que soit le canton. Vous avez une demande prioritaire à là ou le conseiller d'État. Quelle est votre demande prioritaire à l'autorité politique que vous avez rencontrée? Vous avez une demi-heure pour leur présenter une demande prioritaire. Ça, c'est important pour moi. Chacun d'entre vous. Faut pas vous rater là, les gars. Hein. Qui veut lancer les feux? Allez, monsieur Lepert, vous les refont au taquet là. Allez. Merci pour la question. Ça ne va pas trop me concerner étant sur le canton du Jura, mais... Non, j'ai dit quel que soit le canton, quel que Bien soit sûr. le ou la conseillère d'État. Oui. Alors nous, on a eu la chance d'avoir justement ces problèmes au printemps passé. Et ce qui a permis d'initier ce dialogue avec le canton, notamment avec le ministre de tutelle. Et du coup, on a lancé ce dossier, on a eu quelques fonds pour ce mandat d'études faunistiques, floristiques. Donc, pour le moment, pas grand-chose. Dans 6 mois, peut-être, de nouveau une demande. Mais actuellement, je crois on est content du point de vue VTT Jura. Qui prend la suite? Dans l'ordre? Ouais, alors pour nous, dans ce domaine-là, c'est la mise en place d'un réseau de zones de tranquillité à l'échelle nationale. On a des grandes disparités entre les cantons. Il y a des cantons qui ont fait leur travail, d'autres qui traînent vraiment les pieds. Donc c'est indispensable pour assurer une tranquillité à la faune, que ces zones-là soient bien identifiées et qu'elles soient aussi acceptées, évidemment. Moi, je dirais encore une meilleure collaboration entre les associations utilisatrices de la forêt et le service de la forêt. Autrement, je n'ai pas d'autres demandes. Bon, je dois parler de mon canton et par rapport à ces loisirs, c'est déjà de ne pas oublier les propriétaires de forêt dans les consultations pour des réseaux de mobilité douce, parce que je viens d'apprendre cette semaine qu'en fait on décide des choses sans que les propriétaires ne soient au courant sur des documents qui ne sont absolument pas accessibles. Donc la moindre des choses, si on devient tout à coup responsable et qu'on a des parcours qui passent, c'est que les propriétaires soient inclus dans ces discussions. Pour Clémence, tu peux parler au niveau fédéral. Hein. Si tu rencontres un conseiller ou une conseillère fédérale, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on est large. Hein. Non, mais j'aurais aussi quelque chose à proposer au canton. À la bonne heure. Ok.
Non, si je rencontrais une personne responsable dans un canton, je pense que je prendrais une position sur la rémunération de ces prestations, d'une manière générale, qui sont fournies par les propriétaires forestiers. Donc, les prestations fournies, que ce soit pour la récréation ou pour d'autres prestations ou services écosystémiques fournis, sont très peu rémunérées. Il y en a 2-3 qui sont rémunérés au niveau fédéral, d'autres au niveau cantonal. Mais je pense que j'axerai mon discours là-dessus, quoi. Misère, c'est ton micro. Alors pour moi, bien sûr, je vais peut-être me répéter, mais c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure, et aussi qu'on puisse aussi trouver un accord et qu'on puisse faire des réunions inter-utilisateurs. Je crois que c'est aussi ça qui est important et qui va peut-être permettre d'aplanir certaines difficultés. Merci, quel challenge. Une autre question. Monsieur Détra. Bonjour à tous. Petite question, vu qu'on suit tout ce qui a été construction, on a parlé de durabilité, de gestion d'un environnement. La forêt, on est dans un monde fini, avec des ressources limitées, et on voit une multiplication des loisirs. Et on ne fait pas un qui apparaît, un qui disparaît. On a donc vraiment une augmentation exponentielle de personnes en forêt. Comment est-ce que les associations de ces nouvelles activités ou des activités plus anciennes mais qui prennent vraiment de l'ampleur comme les chevaux dans suivant quelle région, parce qu'il y a aussi faut pas se le cacher, il y a un business derrière, parce que avoir des chevaux en pension ou bien en louer, c'est assez lucratif. Est-ce que, du point de vue de vos utilisateurs, il y a une conscience justement du fait qu'on ne va pas pouvoir aller à l'infini, et puis qu'une fois qu'un plan est cadré, il va être cadré pour longtemps? Parce qu'une fois qu'on va définir une zone d'accueil, ce n'est pas pour la déplacer dans 10 ans. Vaste question. André. Ouais, je te comprends bien. Oui, plus, c'est vrai que ça pose toujours un gros problème pour tout. Mais je ne sais pas où est vraiment la réponse actuellement. Je pense que chacun mette du sien. Je répète encore de nouveau la même chose. Ça sera déjà une chose. Et puis peut-être certains qui exagèrent aussi, peut-être ne pas les laisser faire et intervenir. C'est vrai qu'on a eu des demandes, je ne sais plus où c'était, pour que chaque cavalier ait un numéro, un signe distinctif, une plaque presque, pour pouvoir les retrouver s'ils font des choses qui ne sont pas terribles. Mais c'est difficile à faire. Voilà. Je peux continuer ? Je pense que... Non, mais... Merci beaucoup, désolée. C'est vrai, donc on a beaucoup d'activités en forêt. Donc durant les dernières études qu'on a menées, on a, je crois, 90 différentes activités qui peuvent se faire en forêt. C'est énorme, quoi. On a beaucoup d'acteurs. Et c'est clair qu'on a différentes manières de guider en fait ces acteurs. On peut se dire, on les intègre sur une même piste pour pouvoir justement essayer de diminuer l'impact sur la biodiversité. Ou on pourrait aussi se poser la question, est-ce que vraiment toutes ces activités doivent se faire en forêt? Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire ailleurs? Il y a d'autres. Il y a le milieu rural qui est aussi très accueillant avec des parcs ou des choses comme ça pour les activités. Il y a aussi le milieu agricole, bien entendu. Et puis l'autre manière, ce serait de faire des ségrégations, donc de faire vraiment pour chaque différent cas ou de 90 activités un chemin particulier. Mais là, je pense qu'on atteint vite nos différentes limites. Ouais, je vais peut-être enchaîner, ça va un peu dans le même sens. Je pense il faut aussi essayer d'améliorer la qualité de vie dans tous les espaces et pas seulement en forêt. Donc je pense que la ville a aussi un rôle à jouer. Donc il y a un grand nombre d'utilisateurs qui vont peut-être rester en ville si le cadre de vie de la ville est intéressant. Donc voilà, il faut avoir une vision un peu macroscopique de ces questions et pas uniquement focalisé sur un des... en l'occurrence la forêt, sur un écosystème. Du point de vue des utilisateurs, je pense qu'on est tous conscients effectivement qu'il y a le développement, il y a des quads, il y a des motos, il y a des vélos électriques, pas électriques, l'électrification des moyens de transport ou des loisirs a vraiment poussé les gens dans les montagnes et dans les forêts, on en est conscient.
C'est ce qu'a dit M. Turian tout à l'heure. Il faut une planification au niveau cantonal, régional, supra-régional. Et je ne vois pas ça comme mon rôle en tant que président d'une association. C'est vraiment plutôt à nos politiques législatifs, aux services cantonaux d'établir ces planifications-là. Donc, comme l'ont aussi demandé certains, c'est concerter tous les milieux concernés, voir qui sont les besoins pour les X prochaines années, parce que nous, on nous a clairement dit, si on fait tout ce travail avec vous, c'est pas pour 3 ans, c'est pas pour que dans 3 ans, vous reveniez demander des sentiers. Il faut voir sur 10, 15, 20 ans minimum. Et donc, je pense que là, c'est la clé. Nous, on en est conscient, on profite du trend et puis du buzz qu'il y a eu l'année passée. Mais c'est aux autorités finalement de planifier tout ça à travers leurs plans directeurs cantonaux ou je ne sais quels autres instruments ils ont à disposition. Et si j'ose ajouter quelque chose, je pense qu'il faut aussi être prêt à dire qu'il y a certaines activités qui ne sont pas possibles sur certains territoires. Il faut aussi qu'il y ait un certain courage politique pour dire, voilà, on ne peut pas ajouter des couches de loisirs et d'activités partout, sur tous les territoires. Il y a des activités qui clairement sont incompatibles avec le respect des valeurs de conservation de la biodiversité. Voilà, donc là aussi, il y a des arbitrages qui doivent être faits. Et nous, on c'est vrai que les ONG, on attend aussi un certain courage politique pour qu'on limite le type d'activité selon les endroits du territoire. Merci. Oui, il y a encore quelqu'un. Pardon, Alain Maillot. Excusez-moi. Nous sommes pour le développement durable et la mobilité douce ainsi que les transports en commun. Cette année, nous avons organisé une fête de la randonnée sur le canton de Fribourg. Mesures sanitaires comprises, nous avions droit à 300 randonneurs pour cette fête. Et là, nous avons respecté ces mesures, mais je vais vous dire, nous offrions les transports publics justement dans l'optique du développement durable. Et 15 jours avant la fête, nous avons dû fermer les inscriptions parce que nous les avions. Et je dirais que le site internet a explosé les 15 derniers jours et on a reçu beaucoup de téléphones en disant mais on voulait s'inscrire. Et toutes ces randonnées étaient guidées par des chefs de course et qui ont montré l'importance du respect de la nature, du respect de notre histoire en fait, parce que toute cette nature, c'est notre histoire. Avec, je dirais, il y avait les gorges de la Jogne, je ne sais pas si vous connaissez, ces marmites glaciaires, et les personnes, il y avait les 2/3 qui n'étaient pas membres de Fribourg Rando. Elles ont été enchantées. Voilà une expérience peut-être qu'il faudra renouveler. D'ailleurs, le comité a décidé qu'on allait la renouveler dans une autre région du canton et que la manière de faire, peut-être nous ne serons plus impactés par les mesures Covid. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Quelqu'un encore au panel? Sinon, j'ai là. Oui, oulala, c'est parti là. Alors, oui, alors, il y en a une là, une là, une là. Alors, ça commence là-haut, ensuite vous, monsieur, et on termine par vous. Alors, monsieur Turian, vous disiez tout à l'heure qu'il faut des compétences transversales, plein de rencontres, d'une intelligence collective. Moi, je viens du milieu de la construction, plus particulièrement de l'architecture. L'architecture qui s'intéresse fortement au bois en ce moment, et donc qui tend à tirer plus de bois des forêts pour la construction dans le canton, dans la confédération. Et naturellement, on se pose la question, mais si on enlève plus d'arbres, quelque part, il faudrait en replanter la même quantité et garantir la durabilité, la gestion des forêts, mais à une échelle beaucoup plus importante même que ce que l'on a actuellement, finalement, pour garantir l'approvisionnement quelque part. Et je ne sais pas jusqu'à quelle mesure est-ce que c'est des choses qu'on peut demander aux entreprises ou bien est-ce que c'est carrément des choses qui devraient se faire à l'échelle cantonale ou même fédérale en faisant des ressources stratégiques, même carrément de dire voilà, on en a besoin de telle quantité et donc elles sont réservées
pour notre milieu économique. Ça, c'est toutes des questions nouvelles. Et est-ce qu'il y a des outils, des stratégies qui sont étudiées ou qui existent déjà? Je ne sais pas. Alors, je vous remercie pour cette question parce qu'elle est centrale. C'est la suite du vivre ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avions choisi de parler du vivre ensemble entre les usagers de loisirs et du tourisme, mais vous soulevez l'autre vivre ensemble, c'est-à-dire que tous les usagers ensemble des loisirs, du bien-être et du tourisme partagent aussi la forêt avec la biodiversité, avec la production de bois, avec la protection contre les naturelles. Je me permets une incartade de demander, si tu es bien d'accord, Jean, de répondre brièvement sur cette manière d'équilibrer ces différentes fonctions de la forêt dans la gestion au quotidien. Bon, ben pour moi, on est tout à fait dans l'illustration du triangle dont je parlais dans mon introduction. On voit que les trois pôles du triangle tendent à se renforcer. Donc, on est là aujourd'hui et c'est magnifique qu'on soit là pour ça, pour en discuter, pour essayer de trouver des pistes. Maintenant, par rapport à la question de rajouter de la forêt, c'est en fait ça. Il faut quand même comprendre une chose, c'est que la forêt, elle repousse toute seule. Il n'y a pas besoin de la replanter. Les arbres, il n'y a pas besoin de les replanter. Ils repoussent constamment tout seuls. Et si l'idée était de créer de la nouvelle forêt en Suisse, à mon avis, il n'y aurait pas de place pour ça. On n'a déjà pas assez d'agriculture pour... ça, c'est un avis personnel. Mais on a déjà pas assez de surface agricole pour nourrir notre population. Alors, il y a un accroissement qui se fait, qui est en train de se faire naturellement au-dessus de la limite actuelle des forêts. Mais là, il faudra attendre quelques siècles pour y voir pousser des arbres. Mais disons, cette notion qu'on est vraiment dans une ressource renouvelable, c'est très important. Donc, certes, on va utiliser du bois pour construire, mais ce bois, il pousse en permanence. Donc, il n'y a pas forcément besoin de recréer des nouvelles forêts. Monsieur, ouais. Ouais, volontiers après, parce que vous pourrez toujours, ils ne vont pas disparaître. Monsieur, le micro, et puis après, je viens avec vous. Jean, peut-être juste, si tu permets, pour compléter, effectivement, en plus, en Suisse, il y a 10 millions de mètres cubes d'accroissement annuel et on en exploite 5 millions à peu près. Donc, la durabilité des forêts est d'ores et déjà garantie de par la loi et de par le travail du service des forêts en général en Suisse. Moi, j'avais une question par rapport à toutes ces associations qui sont présentes, justement dans le triptyque déterminé par M. Rosset en introduction. Quels sont, parce que le message de protéger la nature, je pense que tout usager, qu'il soit VTTiste, cavalier, et randonneur et bien d'autres encore, est conscient de cet enjeu. On aime tous la forêt, la nature, on veut tous la protéger. Mais quels sont les messages que vous faites passer en interne au niveau de vos associations sur le besoin d'exploiter du bois pour fournir au marché local de la construction? On avait ces 2 précédents jours au musée, enfin dans le cadre de cette conférence, les besoins en bois, la construction en bois local, etc. Quels sont les messages que vous faites passer à vos usagers, à vos membres, sur cette multifonctionnalité de la forêt et le besoin malgré tout que certains oublient et ne comprennent plus sur l'utilisation du bois en local et qui nécessite une exploitation et puis parfois un chemin fermé que le propriétaire va devoir fermer pour pouvoir accéder à ses biens et à sa forêt et à l'exploitation, et puis la compréhension à faire passer ce message auprès de vos membres. Vaste question, mais réponse courte. Je vais peut-être rapidement répondre, puisque je suis quand même très sensible à cette partie, puisque j'ai été pendant 20 ans municipal des forêts et président de groupement forestier. Donc pour moi, c'est assez facile d'expliquer à tout le monde qu'il peut y avoir des chemins forestiers. D'ailleurs, sur notre site internet, on en a discuté tout à l'heure, on aime bien que des communes ou des groupements forestiers nous mettent à disposition les cartes des coupes. Comme ça, on peut les mettre et les cavaliers ou les meneurs peuvent déjà en prendre connaissance et éviter certains chemins. Oui, nous avons chaque année 2 ou 3 randonnées qui mettent en valeur les constructions en bois de notre canton ou des cantons avoisinants. Dans la partie germanique, la Saint-Gine et le lac, il y a des greniers
qui sont spectaculaires. Ils datent du XVIIe, XVIIIe siècle, tout construit en bois, même les tenons, il n'y avait pas de clous, enfin à l'époque, et c'est vraiment chaque fois une découverte, tout est en bois, et aussi les chalets d'alpage que nous visitons avec nos membres, et justement, à la fête de la randonnée, il y avait un pavillonneur qui a expliqué son travail. Et je crois que tout ça, c'est quelque chose qui montre l'importance du bois. Et je vous ai parlé que j'étais dans le conseil communal de ma commune. Et là, nous avons restauré un grand complexe rural. Et on a la chance d'être dans le calendrier de l'Ignome 2021 avec notre projet. Merci. Merci. Avant de vous donner la parole, monsieur, il y avait juste madame la conseillère d'État qui voulait ajouter quelque chose sur cette question générale. Oui, sur la question générale de la place de la forêt, de l'exploitation du bois et au fond, cette énergie renouvelable. Moi, j'aimerais dire que dans le plan climat vaudois, on a consacré 25 millions pour l'adaptation de la forêt. Et ça, c'est important. On peut bien parler de l'exploitation, on peut bien parler des constructions bas carbone, etc., mais on doit se soucier aussi je dirais, de la transformation de la forêt et de l'adaptation de la forêt. Alors, dans ces 25 millions, il y a 80% qui vont aux propriétaires des forêts. Voilà. Parce qu'on doit les aider à adapter leur forêt, à choisir les bonnes essences qui vont résister au dérèglement climatique. Et puis après, dans le reste de la somme, il y a une somme pour les pépinières, parce que voilà, on ne peut pas avoir une forêt sans qu'il y ait une pépinière, même s'il y a un renouvellement naturel, et puis aussi une somme pour la formation. Donc, bien sûr, nous, on est préoccupés par l'exploitation de la forêt, mais aussi par la transformation de la forêt. Et ça, c'est une problématique qu'il faudra avoir et garder en tête. Merci infiniment, monsieur. Et ce sera la dernière question. Alors j'aimerais tout d'abord remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs propos. J'aurais une question, d'abord une remarque puis une question. On a peu évoqué ici le problème de la santé des forêts. On sait que les forêts sont soumises régulièrement à des stress importants, le stress hydrique, mais aussi le botrytis. Je crois que dans le Jura en particulier, il y a ce problème-là actuellement. Ça revient un peu régulièrement. Mais on a aussi évoqué la question pour les activités en forêt, on ne connaît pas la charge, peut-être que ce serait bien de pouvoir une fois faire une cartographie de la charge et ne devrait pas tenir compte aussi de l'état des forêts, justement de cette santé des forêts, parce qu'il faudrait peut-être moduler l'accès en fonction de l'état de la forêt où elle se trouve et dans quel état elle est actuellement. Tout en pensant aussi dans le futur que peut-être on va adapter, effectivement, comme l'a dit Madame Métro, la conseillère d'État, que ces essences, on va peut-être un jour les changer, mais actuellement, le problème, il est là. Il y a des forêts qui ont tendance à mourir. À la fin des années 90, on avait prédit la mort des forêts. On sait qu'elles se régénèrent, mais malgré tout, est-ce qu'on ne devrait pas ajouter au stress, dans certaines régions, au stress où elles sont soumises, encore un stress supplémentaire, ou en tout cas moduler ce stress dû aux activités de toutes nos associations sportives et autres? Merci, monsieur. Votre question est centrale, vaste. Je vais si vous me permettez, la couper en deux. Je vais demander juste à Christina, ce point qui est central, c'est qu'effectivement, on partage tous la forêt, mais il y a un acteur qui, lui, partage assez seul des responsabilités, qui est le propriétaire. Et votre question de l'état sanitaire de la forêt et des risques que ça peut faire peser sur les activités de loisirs sont centrales, parce qu'en l'occurrence, c'est bien le propriétaire aujourd'hui, avec l'aide du service des forêts qui l'appuie dans son expertise, mais c'est bien le propriétaire aujourd'hui qui a cette responsabilité sur ses épaules. Christina.
Oui, tout à fait. Et on avait vu avec ces épisodes de sécheresse le dépérissement du hêtre, canton de Bâle, Jura, où carrément l'accès aux forêts a dû être interdit pour des raisons de risque. Et c'est un risque qui évolue sans arrêt. Vous évoquiez les bostриches. Les bostриches, ils apparaissent. On a peu de temps pour intervenir. Se pose après aussi dans nombreux cantons des problèmes budgétaires pour pouvoir intervenir, pour vraiment lutter contre ces bostриches ou traiter les forêts par rapport à ces changements climatiques. Je me souviens dans une garde qui a eu tout à coup ça a vraiment fait quand il s'est rendu compte dans les pinèdes que la sylviculture doit changer. On va gérer non plus la lumière, mais on doit gérer l'eau qui est à disposition. Donc c'est d'autres gestes sylvicoles qui sont nécessaires. Et puis pour ces changements climatiques, on a tout bientôt un cours de sylviculture et changement climatique. Puis je peux vous dire, on trouve du chêne déjà chez nous à 1600 mètres. Donc on a trouvé un arrôle à 3005 mètres, un arrôle de 20 cm. Il est en cours de validation au VSL pour le nouveau record de hauteur. Après, je rajoute encore une couche de problématiques. Donc on voit que ces essences sont déjà en train de venir pour ces changements climatiques. Mon souci, c'est que ces jeunes arbres qui poussent dépassent rarement après 10-15 cm de hauteur avant qu'ils soient empêchés dans la croissance. Donc je parle de la problématique de la gestion du gibier. Merci. Avec ça, je fais une transition sur la clôture de cette journée. Déjà, je tenais infiniment vos merci pour votre présence, pour vos questions, pour votre participation, mais aussi parce que, en fait, on aimerait vous investir d'un message, le même message que nos orateurs reprennent chez eux, chez vous, d'être aussi nos ambassadeurs, d'être les ambassadeurs de ce vivre ensemble. Chacun d'entre nous, on a un petit bout de la solution et on a besoin, là, de chaque acteur, de chaque intervenant pour travailler sur cette manière de faire. Madame la conseillère d'État l'a mentionné, le service des forêts est en travail à l'heure actuelle sur cette question des loisirs. C'est certainement un des domaines où on a aujourd'hui peut-être pas à même niveau que dans les autres domaines, les outils dont vous parliez, monsieur, sur cette capacité de définir des charges, mais ça fait partie intégrante maintenant des réflexions dont monsieur l'inspecteur Constonal a parlé, de créer ces bases. On est véritablement dans la création aussi de réflexions à l'échelle régionale. C'est indiscutablement, et ça correspond bien à ce que M. Margot disait, du local au global, de travailler à la bonne échelle. Donc on est effectivement dans une phase assez charnière, assez nouvelle, avec des défis majeurs. Pas encore toutes les réponses, mais soyons confiants dans l'intelligence collective.